le fisc. Et de toute façon, à chaque fois que j'ai la possibilité de changer de nom, je le fais en fonction des personnes présentes dans la salle, un peu comme les politiques, oui, effectivement, qui changent de discours en fonction de ceux qui sont dans la salle. Alors, lorsque Patrick m'a demandé de faire cette conférence sur l'éducation, je reconnais que j'ai beaucoup hésité. Non pas parce que je n'ai pas travaillé sur le sujet, mais parce que j'ai trop travaillé sur le sujet. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire de plus de mal de l'éducation nationale française? Et je me suis creusé beaucoup la tête et je n'ai pas trouvé grand-chose parce qu'on a beaucoup dit sur l'éducation. Donc rassurez-vous, je vais essayer d'être assez bref et vous laisser la parole ou éventuellement d'aller vous coucher après cet excellent dîner ou regarder le match ce soir. Donc voilà. Je vais essayer de passer rapidement sur un sujet qui malheureusement revient régulièrement, un peu comme les retraites. Plus on en parle, moins on en fait. C'est un sujet qui est très grave et qu'on n'arrive pas à réformer. Alors, toujours dans le côté un peu anecdotique, quand je suis parti du bureau cet après-midi de Paris, donc je suis venu, il y a un collègue qui m'a demandé, alors tu vas où? Je vais taxer. Mieux vaut taxer que taxer, n'est-ce pas, Patrick? Donc ça, c'est un slogan que vous pourrez prendre pour votre cercle. Alors, l'éducation, il y aurait beaucoup à dire. Tout à l'heure à table, le professeur Salin m'a demandé alors pourquoi l'éducation, votre parcours. Effectivement, comme j'ai une double identité, j'ai connu l'école roumaine et l'école française. Alors, l'école roumaine, je l'ai connue sous le communisme, je dirais, j'en parlais plus demain. Mais bon, j'ai connu les claques derrière la nuque des professeurs de maths ou de roumain et les oreilles tirées parce qu'on n'écrivait pas bien au tableau. Et j'ai connu aussi en France les études supérieures, l'université à gauche, Paris 8 Vincennes. J'ai fait Sciences Po aussi, Sciences Po Paris, et aussi à gauche parce que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur d'économie Jacques Généreux. Et M. Fitoussi, aussi un autre grand libéral, économiste libéral que vous connaissez tous. Je rappelle que M. Généreux est dans l'équipe de la France Insoumise, hein, de M. Mélenchon, donc, qui prodigue les conseils économiques à M. Mélenchon. Donc voilà, très rapidement, le parcours à l'école. Pourtant, je suis là devant vous, donc ça veut dire que j'ai beaucoup résisté, j'ai beaucoup de mérite, hein, n'est-ce pas, vu ce que j'ai vécu. Alors, en quelques mots, je suis donc directeur de l'IREF, j'espère que vous connaissez tous, l'Institut de recherche économique et fiscale, qui est ce qu'on appelle un think tank privé, basé à Paris, mais c'est un think tank européen. Et je sais pas que je pense, c'est que c'est le seul dans ce cas-là en France, parce que nous avons 3 sites, français, anglais, allemand, ce qui nous confère quand même un grand avantage, et vous verrez tout à l'heure, parce qu'on fait des comparaisons avec des pays européens, pas seulement, et on sait ce qui se passe ailleurs, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs, beaucoup de réformes qui pourraient être importées en France. Et aussi, je travaille avec Jean-Philippe Delsol, qui est le président de l'Institut, et plusieurs membres du conseil d'administration qui sont ici dans la salle, comme professeur Jacques Garello, comme Paul Beaumartin, Alain Mathieu, qui font partie du conseil d'administration de l'IREF. Donc nous avons cette grande chance d'avoir une équipe européenne, des universitaires de l'Université de Genève, de Turin, de Manchester, je dirais d'ailleurs un mot sur les universités ailleurs en Europe. Donc j'ai la chance de voir ce qui se passe ailleurs. Et tous nos travaux sont basés sur cette comparaison, sur ce qu'on appelle le benchmarking, voir ce que fait le meilleur de la classe et pourquoi il fait ça. Alors, l'éducation, c'est un domaine, comme je vous ai dit, qui va très mal en France, et pourtant, ça a toujours été la priorité de tous les gouvernements, de gauche ou de droite. Je ne connais pas un seul ministre de gauche ou de droite qui n'ait pas dit, lorsqu'il est arrivé ou lorsqu'il y a eu changement de gouvernement, ne pas dire l'éducation est la priorité du gouvernement. Mais ce qui m'a amusé le plus, c'est que je me suis plongé dans un texte de Bastiat, Baccalauréat et socialisme, de 1850, dans lequel Bastiat cite Thiers. Et Thiers, il dit que l'éducation publique
est l'intérêt peut-être le plus grand d'une nation et pour ce motif le plus grand objet de l'ambition des partis. Donc c'est la priorité du gouvernement. Même en 1850, c'était encore la priorité du gouvernement. Et depuis ce temps-là, plus ça a été la priorité, moins on a réformé l'éducation nationale. Je considère, et on considère à l'IREF, que l'éducation avec le chômage sont les deux grands échecs français. On bat des records de taux de chômage, qu'il s'agisse du taux de chômage des jeunes, mais aussi des adultes, des autres. Et on bat aussi des records de nombre d'illettrés, aussi des personnes qui sortent de l'école sans trouver un emploi ou sans savoir écrire ou lire. Plus grave encore, les dernières élections ont montré que plus de 50% des jeunes ont voté pour Mélenchon et Le Pen, donc pour des programmes étatistes, marxisants. C'est très grave, c'est très inquiétant. Je ne dis pas que c'est la faute uniquement de l'éducation nationale, mais je pense que c'est pour beaucoup. De toute façon, vous savez tous que les enseignants français ont pratiquement toujours voté en masse pour le Parti socialiste. Alors que ça a un peu changé lors des dernières élections parce que le Parti socialiste a explosé. Et ils ont voté pour M. Mélenchon et aussi pour M. Macron, ce qui était prévisible, puisqu'il a siphonné le Parti socialiste. L'école nationale, l'éducation nationale, donc c'est l'endroit où on vote le plus à gauche, et c'est aussi l'endroit où les syndicalistes sont les plus forts, sont eux qui sont présents avec les autres services, avec les services publics, SNCF, RATP, EDF, qui sont présents dans les rues pour protester contre toutes les lois, même et surtout celles qui ne les concernent pas. Alors, donc c'est une arme qui est utilisée par les politiques pour essayer de se faire élire, surtout par la gauche, parce que si ma mémoire est bonne, seulement 7% des enseignants ont voté pour Fillon au premier tour des présidentielles. Donc, ce qui montre quand même qu'ils sont très orientés. Alors, maintenant, j'ai parlé un peu de l'orientation politique de l'éducation nationale. En même temps, comme dans le titre suggéré par Patrick, on parle de l'efficacité, de l'inefficacité de l'éducation nationale. Paradoxalement, et c'est le cas pas seulement pour l'éducation nationale, mais aussi pour la lutte contre le chômage, là aussi c'est une belle expression, on dépense énormément d'argent. L'éducation nationale française, c'est environ 7% du PIB, donc ça fait une grosse somme, et c'est beaucoup plus que dans les autres pays. C'est en moyenne 30 milliards d'euros de plus que l'Allemagne. D'ailleurs, la France dépense tous les ans environ 140 milliards d'euros de plus que l'Allemagne, et pourtant les Allemands ne se portent pas si mal que ça. Ils vont réélire 4e fois de suite Madame Merkel en dépensant beaucoup moins que les Français. Un autre paradoxe, plus on dépense, moins on obtient de bons résultats. C'est pareil pour le chômage. Plus on dépense contre le chômage, plus il y a de chômeurs. Donc l'argent public ne sert strictement à rien. Je donnerai aussi donc quelques exemples, quelques statistiques. J'essaierai de faire vite parce que vous les trouverez ou sur notre site ou dans le livre qui est à votre disposition que j'ai publié avec Jean-Philippe Delsol, Échec de l'État pour une société de libre choix. Le sous-titre dit beaucoup de choses et on a pensé surtout à l'éducation. Le libre choix, la liberté de choisir l'école pour les enfants, l'école choisie par les parents. Alors, rapidement sur l'université française, je parlerai aussi. L'université française qui est en chute libre, et ça, là je sais aussi de quoi je parle parce que j'ai la chance d'avoir Je viens d'une famille d'enseignants, je vous rassure tout de suite, donc ils sont tous les deux enseignants. Ils sont à la retraite aujourd'hui, mon père professeur universitaire, ma mère professeur de lycée en Roumanie. Et mon père a vu, il était professeur de littérature française, il a vu les étudiants français se désintéresser de plus en plus de la France, malheureusement, et choisir, un peu comme les travailleurs, des pays comme l'Allemagne, comme Londres, comme le Royaume-Uni, Canada, États-Unis, et ne pas s'intéresser à la culture et à la France, parce que tout le monde sait là-bas que c'est un pays étatisé et où il n'y a pas grand-chose à faire, sauf bien sûr visiter et voir ses beautés et sa gastronomie. Donc l'université qui n'a plus le même rayonnement, comme la francophonie dont parlait M.
Macron il y a quelques jours, la francophonie qui est en chute libre partout. Plus on a mis de l'argent dans la francophonie, moins on a rayonné à l'étranger. Alors, l'éducation, c'est aussi, excusez-moi pour ce problème, un taux de chômage des jeunes extrêmement élevé. Alors, il y a eu un slogan du MEDEF qui est sorti ces jours-ci concernant le travail. Si l'éducation faisait son travail, il y aurait plus de travail. Voilà, qui a fait beaucoup de bruit. Il y a un peu de vérité quand même dans ce slogan, parce que l'éducation est là aussi pour apprendre ce qui va se passer dans la vie, apprendre surtout à être libre, de travailler, et donner confiance aux jeunes, à l'entreprise, et elle ne le fait pas. Et j'ai vu M. Gattaz s'excuser en plusieurs vidéos sur Internet, mais j'ai jamais vu l'éducation nationale ou les enseignants ou les syndicalistes s'excuser d'insulter l'entreprise dans les manuels d'économie ou dans les cours à l'école, et parler d'écologie, plus d'écologie que d'entreprise à l'école. Alors, j'ai aussi 2 enfants. J'ai une fille qui est en CM1, donc elle est petite, et j'ai un garçon qui est en 4e. Ils sont dans une école catholique privée, et je vois aussi les ravages, même là, dans ces écoles-là, de l'enseignement étatisé, de discours pédagogistes et des clichés qui sont véhiculés partout au sein de l'éducation nationale. Donc, ces taux de chômage, ces comparaisons de taux de chômage entre plusieurs pays montrent aussi l'efficacité en partie de l'éducation nationale et le fait qu'il y a un impact sur l'avenir des jeunes plus tard. Et j'entrerai dans le détail. Alors, quels sont les grands arts, très rapidement, que vous connaissez, comme je disais au début de mon intervention, de l'éducation de l'école en France? Alors, c'est un système éducatif qui est phagocyté par l'État et les syndicats. Donc c'est centralisé, c'est le monopole étatique, même s'il y a une école privée, mais qui est trop insignifiante par rapport à l'école étatique. Alors un corps enseignant qui, vous avez vu, qui se méfie du monde de l'entreprise et des libertés économiques. On a parlé du dogme de l'égalitarisme. Alors ces jours-ci, alors quand j'ai préparé cette intervention, je me suis dit, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu beaucoup de choses positives sur le nouveau ministre, monsieur Blanquet, qui a dit qu'il faut lutter contre l'égalitarisme. Alors, je trouve que M. Blanquet, c'est un peu comme vous savez, les blagues, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il condamne l'égalitarisme, ce qui était très bien, qu'il veut faire la réforme de la langue française dans le bon sens, mais en même temps, il augmente les budgets. 1,2 million par-ci, 700 millions par-là à l'université. Et comme je l'ai montré, comme je vous verrai aussi, l'école française n'a pas besoin de moyens, de plus de moyens. Elle a besoin de plus de liberté. Elle a besoin de plus d'autonomie. Elle a besoin de plus de concurrence. C'est ça ce qu'il faut à l'école française. Non pas des moyens. Donc, M. Blanquet, c'est les bonnes et les mauvaises blagues. On va voir ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est pas, pour le moment, il ne faut pas non plus le critiquer trop. Alors, ce que j'appelle le bourdivisme, c'est ce qui a fait beaucoup de mal à l'école française. Alors, il y a quelques années, j'avais écrit aussi, j'avais publié plusieurs chapitres dans un livre que j'ai sorti sur cet État qui tue la France. Et je m'étais déplacé dans des UFM. Vous vous souvenez, les UFM, Institut de l'Université de formation des maîtres. J'avais même rencontré M. Philippe Mérieux à Lyon, qui était le pape du pédagogisme à la française, qui ont créé toute une génération d'enseignants nourris aux thèses du sociologue Bourdieu des années 68-70, donc qui ont vraiment infecté le corps professoral français. Sarkozy a rattaché les UFM aux universités, mais qui sont toujours là, des instituts de formation des maîtres. Il faut plusieurs générations pour changer ces enseignants. Je le vois avec mes propres enfants, qui pourtant sont dans une école privée. Je vois dans le cahier de vie de ma fille
je voyais des fautes d'orthographe de la part de sa maîtresse, et pourtant, je répète, dans une école catholique privée. Je vois beaucoup de discours et d'enseignements écolo-socialistes, étatistes dans les cahiers de mes enfants, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail pour la formation des maîtres, pour leur apprendre ce qu'il faut dire aux enfants et ce qu'il ne faut pas dire. Une chose à faire, et je dirais en conclusion, c'est qu'il faut vraiment supprimer le statut de fonctionnaire pour les enseignants. Moi, je trouve que le statut de fonctionnaire pour les enseignants est une hérésie. L'enseignant ne doit pas être fonctionnaire. Il doit être justement soumis encore plus à la concurrence qu'un employé d'une entreprise privée. C'est normal d'avoir les meilleurs enseignants, ce que font les universités américaines, c'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs très bien classées, et d'autres universités, et l'école britannique aujourd'hui, et je dirais rapidement un mot, parce que ça se passe ailleurs, mais pas en France. Alors, vous avez les programmes aussi, qui viennent d'en haut, de l'éducation nationale, comme l'apprentissage qui est étatisé et qui est dirigé par ceux qui décident à l'éducation nationale, au lieu de le confier aux entreprises, comme c'est le cas en Allemagne, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins de chômage chez les jeunes en Allemagne aussi, et les manuels d'économie qui méprisent les entrepreneurs. Alors, j'insiste sur ce point parce que nous avons beaucoup travaillé à l'IREF sur les manuels d'économie. On a comparé le contenu d'une quinzaine de manuels d'économie de terminale et de première. Et bon, on a quand même la chance d'avoir plusieurs éditeurs, donc maisons d'édition qui publient des manuels d'économie. Notre but n'était pas de voir combien de fois Friedman, Hayek étaient cités, même si on l'a quand même regardé. On a voulu voir si on enseignait au moins l'importance de l'économie de marché et le fait que l'entreprise crée des richesses. Certains manuels, oui, d'autres beaucoup moins, d'autres pas du tout. Au contraire. Et ils sont contre les entrepreneurs. Et ce qui nous a frappé, c'est que, bien sûr, on cite Hayek sur la page de gauche, mais sur la page de droite, il y a M. Généreux. Sur la page de gauche, il y a Friedman, mais sur la page de droite, il y a M. Fitoussi. Donc, ce genre de mise en parallèle des choses qui sont absolument incroyables. Et ce qui nous a le plus frappé à la fin, c'est qu'il n'y a aucun portrait d'entrepreneur dans ces manuels d'économie. Il faut donner aux jeunes l'envie d'entreprendre. Tous les politiques ont à la bouche cette expression maintenant, mais en fait, dans les manuels d'économie, il n'y a pas de portrait d'entrepreneur qui a réussi. Il y a tellement d'exemples en France, même ceux qui ne partent pas, il y en a qui partent à l'étranger, mais il y a tellement d'exemples à l'étranger d'entrepreneurs qui ont réussi, qui créent des richesses. Alors, c'est pour cette raison aussi que j'ai créé l'association Entrepreneurs Juniors, et avec l'aide de Paul Beaumartin et des éditions Libre-Échange, et nous avons publié un petit livre pour les enfants qui s'appelle Jean Martin et la machine à fabriquer le pain, qui leur apprend un peu comment fonctionne une entreprise et comment un entrepreneur doit se débrouiller face à la bureaucratie et à ceux qui veulent l'en empêcher. Et ce genre de petits livres devrait être distribué dans les écoles à nos enfants, parce que je pense qu'ils apprendraient plus ça que de la part de leurs maîtres qui leur disent que c'est l'État qui va les prendre en charge. Donc, changement au niveau des manuels d'économie, et une proposition toute faite, c'est de convier les chefs d'entreprise à la rédaction des manuels d'économie. Ce n'est pas normal, de première et de terminale, ce n'est pas normal que les manuels d'économie soient rédigés seulement par des fonctionnaires de l'éducation nationale, surtout ceux qui sont en première et en terminale. Alors, maintenant quelques chiffres, je m'excuse, il est tard, mais il faut quand même donner quelques comparaisons. C'est un peu comme d'autres comparaisons, comparer les hôpitaux publics avec les cliniques privées. Ça coûte beaucoup plus cher l'hôpital public que la clinique privée, vous en savez quelque chose, Patrick, parce
parce que c'est mieux géré, la clinique privée, et parce que ça fait marcher la santé, on fait beaucoup plus attention. Ben, c'est pareil avec les écoles publiques et les écoles privées, et c'est pareil avec, lorsqu'on compare avec d'autres pays comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, comme les Pays-Bas, comme la Suède. Alors, la première réforme qui a été faite concrète par le nouveau gouvernement, ça a été l'histoire de la baisse du nombre d'élèves par classe, donc 12 élèves par classe. Alors on s'est amusé à l'IREF, et vous trouverez ça sur notre site, à voir les pays qui ont le moins ou le plus d'élèves par classe, et on a trouvé que dans le classement, le fameux classement PISA, dont il est question beaucoup dans mes statistiques, ce ne sont pas les pays qui ont le moins d'élèves par classe, mais ceux qui ont surtout plus d'élèves par classe, comme la Corée du Sud, qui est d'ailleurs classée les premières dans le classement avec la Finlande, qui sont en moyenne 30 élèves par classe en Corée du Sud. Donc ce n'est pas ça ce qui compte. D'autant plus qu'en France, nous avons, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes, nous avons 200 000 enseignants qui sont sans classe, donc qui n'ont pas de travail, et qui sont payés par l'éducation nationale, donc par vous, par les contribuables, à ne rien faire, parce qu'ils n'ont pas d'affectation. Et tout ça, 7% du PIB, beaucoup moins d'élèves par classe, et tout ça pour 140 000 illettrés par an. Ce sont des chiffres qui sont publics et qui reviennent tous les ans. Alors, nous avons lancé à l'IREF un index de l'efficacité de la dépense publique. C'est difficile d'expliquer rapidement, vous trouverez sur notre site, nous avons comparé plus de 30 pays dans le domaine de l'éducation et de la santé. Ce que vous voyez là, le tableau, c'est dans le domaine de l'éducation. C'est un travail qui a pris des mois à notre statisticien. Nous avons, il a mis plein de données pour comparer les résultats des élèves dans plusieurs pays que vous voyez là, mais pas seulement les résultats des élèves, donc le classement, ce qu'on appelle le classement PISA. Il a comparé les dépenses publiques de l'éducation de ces pays. Il a comparé le temps de travail des enseignants, les vacances, tout ce qui est disponible, et il a fait sa petite tambouille, là, comme on dit, et il a sorti un classement qui montre que la France, donc elle est classée que 12e sur 31 pays, ce qui est un mauvais classement. Alors, je rappelle aussi que dans d'autres domaines aussi, la France est très mal classée. Comme la santé, on dit que le meilleur système de santé au monde, il y a un classement qui est sorti d'ailleurs il y a quelques jours, il est extrêmement mal classé, hein, la France par rapport à d'autres pays d'Europe et pas seulement. 12e avec 7% du PIB consacré à l'éducation nationale, c'est un très mauvais classement. Alors, dans ce classement, les pays qui précèdent la France sont aussi des pays où il y a plus d'autonomie à l'école, où il y a plus de concurrence, où il y a l'école privée joue un rôle très important, comme par exemple les Pays-Bas. Donc, ce n'est pas un hasard si la concurrence, l'autonomie et le privé jouent un rôle plus important. Alors, vous pouvez constater que la Roumanie est dernière, donc je ne peux pas être accusé d'influencer le classement des statistiques. Alors, je vous ai apporté quelques graphes que nous avons sortis à partir de notre travail à Index, mais je me suis rendu compte que c'est très difficile de le comprendre s'il n'y a pas la légende qui va avec. Alors, ça, c'est une corrélation entre le classement PISA et les dépenses publiques, l'éducation. Et on voit que en gros, on voit que ce ne sont pas les pays qui dépensent le plus qui ont les meilleurs résultats dans les classements PISA. Je rappelle que le classement PISA, c'est une fois tous les 2 ans, il me semble. Et la France, elle est toujours, depuis pas mal d'années, comme pour le classement des universités, extrêmement mal classée
20, 20e, 22e dans les classements PISA. Les classements PISA sont mathématiques, lecture et puis autres. Des fois sont mélangés, des fois ils ne sont pas mélangés. Mais pourquoi je vous montre ça? Donc ces graphes, ils sont à votre disposition. Ce sont des arguments que vous pouvez apporter lorsqu'on vous dit, voilà, l'éducation en France, mais on dépense, mais il n'y a pas de bons résultats. Là, c'est aussi lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est la corrélation entre le nombre d'élèves par classe et les scores PISA à l'éducation. Et ce n'est pas le nombre d'élèves par classe qui influence les résultats des élèves, on le sait très bien. Si les enseignants pouvaient reconnaître qu'il fallait travailler plus, alors j'avais fait un tweet il y a quelque temps en disant que les enseignants français travaillent moins que les enseignants allemands. Et je peux vous dire que j'ai reçu des centaines de tweets, d'insultes de la part je pense que c'est des enseignants, ce qui montre quand même que ça marche, ça fonctionne très bien. Ils sont je m'excuse auprès, c'est vraiment, ça a été une meute de tweets que j'ai reçus en une heure, des centaines, donc ça a circulé, alors que d'habitude je reçois quelques retweets ou réponses. Donc ils sont très, très actifs et ils sont très attentifs à ce qu'on dit sur eux, sur l'éducation. Là aussi c'est un graphe très intéressant sur la corrélation entre l'autonomie et les résultats mathématiques pour les pays membres de l'OCDE. Donc c'est plus l'école est autonome, plus le directeur de l'école a des pouvoirs d'embaucher des enseignants, meilleurs sont les résultats dans le classement PISA. Donc on a fait deux graphes comme celui-ci en mathématiques et pas seulement en lecture aussi, et ça montre très bien que l'autonomie, ça compte beaucoup. Et un pays où les résultats sont très bons et où l'école est très libre et très autonome, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, avec une école privée depuis longtemps, et l'importance de l'école privée. Voilà, donc là on arrive aux solutions, et les solutions on peut les trouver dans les autres pays. Juste un petit mot sur l'université française, parce que je parlais de l'université de gauche Paris 8 où j'ai été étudiant, et j'ai aussi un petit séminaire à l'université de Pontoise, et je vois très bien que mes étudiants sont pratiquement tous à gauche, c'est évident. On a fait un accès, on a donné un accès libre à l'université. On essaye de ne plus parler de le tirage au sort, qui est quand même aussi une hérésie. Il faudrait instaurer la sélection à l'université, bien sûr. L'université n'est pas un droit, ça se mérite. Pour arriver à l'université, il faut travailler, il faut passer un examen, il faut être... ce n'est pas un droit qui tombe comme ça du ciel, ce n'est pas à l'État de donner ce droit. On a l'un des plus forts taux d'échec en licence, et ça continue pratiquement des pays européens, et aussi le plus fort taux de chômage des jeunes des pays riches et démocratiques. Et il y a une semaine, il y a eu le classement des universités françaises, mais ça fait des années que les universités françaises sont très mal classées. Et à chaque fois, même la presse le reconnaît, à chaque fois, il n'y a aucun changement. Alors, il y a quelques semaines, on était avec l'équipe de l'IREF à l'université de Manchester, reçu par quelqu'un du département d'économie de l'université de Manchester, qui me disait, et j'ai fait un article qui est sur notre site, mais moi je suis comme un chef d'entreprise, je dois obtenir des résultats, je suis contrôlé, j'ai un contrat de droit privé, et je dois rendre des comptes. Il est enseignant à l'université de Manchester. Alors il n'y a pas beaucoup d'enseignants français qui pourraient dire ça. Et donc, quand on voit le classement, il faudrait peut-être s'interroger pourquoi il faut plus d'autonomie et introduire la sélection et la concurrence au sein de l'université française. Alors là, j'ai pris 3 exemples étrangers. Les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni. Alors les Pays-Bas, parce qu'il y a la liberté éducative aux Pays-Bas avec l'école privée,
et parce que les Pays-Bas sont extrêmement bien classés dans le classement PISA. Alors, on a la chance d'avoir fait ce travail avec, sur la Suède avec un Suédois et la Grande-Bretagne avec un Anglais, et les systèmes néerlandais avec un correspondant des Pays-Bas. Donc ce sont des gens qui sont sur place et qui peuvent très bien voir ce qui se passe là-bas. Donc c'est un autre monde avec une école qui est, comme le montre ce tableau, établissement privé, 75% des élèves sont scolarisés dans un établissement privé aux Pays-Bas. Donc ça fait beaucoup, beaucoup plus que la France. Alors, en Suède, il y a les chèques éducation qui ont été introduits au début des années 90. Vous savez tous, le chèque éducation ou le voucher, ce qu'on appelle vouchers, c'est donné aux parents comme un bon afin qu'ils mettent leurs enfants ou leurs enfants dans l'école de leur choix. Ce qui crée la concurrence entre les écoles, parce que les écoles sont intéressées par attirer les enfants et aussi des enseignants. Mais le chèque éducation, ça marche avec l'autonomie, une vraie autonomie accordée aux écoles et des pouvoirs aux directeurs des écoles afin d'embaucher et de débaucher les enseignants. Beaucoup de flexibilité dans au sein de l'école suédoise. Ça a commencé doucement et c'est très répandu depuis quelques années. Beaucoup de liberté de choix. Aujourd'hui, 6 écoles sur 10 sont gérées comme des entreprises privées. Donc, totale liberté pour les directeurs d'école. Certains sont cotés en bourse d'ailleurs, la bourse de Stockholm, pour les directeurs des écoles. Alors, l'école britannique aussi, réforme Blair, commencé par Blair et aussi depuis 2010 avec M. David Cameron. Le système des académies, plusieurs types d'académies, académies converties, des écoles publiques qui veulent devenir des académies. Alors ça fonctionne avec de l'argent public, mais ça garantit l'autonomie de l'école. Les écoles de sponsors, ce qu'on appelle des écoles qui sont financées par des entreprises, par des universités ou par des fondations. Ça aussi, il faudrait encourager en France, donner la possibilité aux entreprises de financer des écoles, ce qui me paraît tout à fait normal. Et aussi ce qu'on appelle les free schools. Donc c'est une nouvelle école fondée par un groupe de personnes ou par une organisation caritative ou association. Donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'essor en Angleterre, surtout depuis quelques années, depuis 2010. 35% de la population scolaire se trouve dans une académie nouvellement créée, avec des résultats extrêmement meilleurs que dans les écoles qui sont restées publiques. Alors, je dirais en conclusion, et j'ai été déjà très, très long à cette heure-ci, j'ai retrouvé à nouveau le texte Baccalauréat et socialisme de Bastien. D'ailleurs, je trouve que c'est un pléonasme, hein, Baccalauréat et socialisme. Une nation qui ne veut pas être la proie des partis doit s'arrêter de supprimer l'éducation publique, c'est-à-dire par l'État, et de proclamer la liberté de l'enseignement. Liberté de l'enseignement, et il parle de la propriété aussi dans ce même texte. Liberté et propriété, l'école, ça va de pair. Il faut accorder la liberté de choisir son école et aussi de créer des écoles privées. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. En fonction des demandes des familles et encourager la concurrence. Autonomie, liberté, concurrence, c'est l'objectif que nous nous sommes proposés à l'IREF pour réformer vraiment l'éducation nationale. Je vous remercie de votre attention.